Je vais laisser la parole à l'un de nos premiers jurys, donc en tout cas à Wim Treuser. Je te laisse le micro. Bonjour à tous. Écoutez, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Luc Treuser. Ça fait 15 ans aujourd'hui que j'évolue dans le domaine de l'IA conversationnelle. Donc, comment parler avec les machines à travers différentes intelligences artificielles via deux casquettes. Une première qui est une casquette entrepreneuriale, où j'ai créé une entreprise dans le monde des chatbots. Il y a un peu plus de 10 ans que j'ai revendu, qui s'appelle Inventa, donc les chatbots, ces petits robots bas à droite qui marchent pas toujours, que j'ai fait évoluer suivant différentes technologies d'IA, IA déterministe, IA prédictive et enfin IA générative. Je reviendrai sur ces quelques termes dans un instant. Revendu en 2020 et depuis je me suis associé à Spoon, comme la cuillère, qui fait, comme vous le voyez ici, des personnages interactifs expressifs, donc toujours dans le conversationnel, mais où on va rajouter des visages un peu cartoonesques, très expressifs, qui vont être capables de vous suivre du regard, qui vont être capables de vous parler, qui vont être capables de vous entendre, de réagir à votre présence. Et notamment, on a sorti le petit personnage qui est dans la R5 électrique, qui s'appelle Renaud. Ça, c'est ma première casquette. La deuxième casquette, c'est celle de formateur et consultant, depuis 15 ans également, auprès de deux publics, le monde de l'entreprise et aussi le monde de l'éducation. J'ai écrit un livre notamment qui est sorti l'an dernier sur justement comment accompagner les entreprises aujourd'hui, alors surtout les moyennes et petites entreprises, TPE, PME, à prendre à bras le corps cette révolution autour de l'intelligence artificielle. Donc c'était en décembre dernier. Et j'ai un autre livre là qui va sortir en juin sur l'IA pour la créativité. Comment aujourd'hui on peut utiliser l'IA également pour s'inspirer et se challenger dans son process créatif. Ces 15 années, c'est toute ma carrière du coup, j'ai toujours été confronté à un phénomène sur l'IA qui s'appelle l'effet IA. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène-là. L'effet IA, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle IA qui sort, on s'amuse à redéfinir ce qu'est l'IA. Et j'ai vécu ça, du coup, des 15 dernières années, mais c'était même le cas avant. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, on pense à ChatGPT, mais c'est pas que ChatGPT, aujourd'hui, l'IA. Du coup, pour pas se faire leurrer par cet effet IA, moi, depuis 15 ans, je m'appuie sur une définition très simple de l'IA, qui est de dire que c'est un outil qui, à partir d'une information que va saisir un humain ou que l'IA, la machine, va récupérer d'elle-même d'un capteur, va, prendre ou proposer d'ailleurs une décision. Cette définition, elle est assez simple, courte à retenir, et en fait, elle définit tout simplement l'informatique, qui remonte du coup aux années 1940. Et depuis les années 40, on a en effet connu trois grandes phases de l'IA. Je les ai citées rapidement, et on va les regarder un peu plus dans le détail. La première phase, c'est l'IA déterministe, donc les bons vieux langages, je dirais, de programmation, où en fait, à travers des lignes de code, on va instruire à la machine les décisions qu'elle doit prendre à partir des informations qu'elle va du coup recevoir. Si je reprends ma définition, donc voilà, donc c'est des lignes de code. 90% aujourd'hui de nos programmes, que ce soit sur téléphone portable ou ordinateur, reposent sur de l'IA déterministe. La bonne vieille calculatrice Casio aussi repose sur de l'IA déterministe, et pas de l'IA générative, mais c'est de l'IA déterministe et très robuste. Seulement voilà, dès les années 50, on pensait qu'on avait réussi à simuler toutes les capacités humaines avec l'IA déterministe, mais on s'est vite rendu compte dans les années 50 qu'il y avait un mur. Il y avait certaines capacités qu'on n'arrivait pas à simuler sur une machine. Si je vous demande comment vous avez appris à reconnaître, par exemple, des images de chiens, de chats, d'hippopotames, de girafes, comment vous avez appris à parler, comment vous avez appris à prendre une bouteille avec la main, comment vous avez appris à marcher et à éviter des obstacles, toutes ces capacités, sensorielles en l'occurrence et aussi motrices, sont souvent des capacités qui sont apprises avec de l'intuition, avec de l'expérience. Et en fait, on a vu qu'avec des lignes de code, ça ne marche pas. Du coup, dès les années 50, on a cherché une autre façon de programmer sur la machine ces fameuses capacités sensorielles et motrices, et on l'a fait par bio-inspiration. On a essayé de comprendre comment fonctionnait du coup notre cerveau, notre réseau de neurones biologiques, et on l'a reproduit du coup sur une machine. Et petit à petit, ça a donné une deuxième phase de l'IA, qui est donc l'IA connexionniste, prédictive, qui a vraiment explosé dans les années 2010. Alors, connexionniste, c'est en lien avec les connexions sur les réseaux neuronaux, où en gros, on apprend donc à la machine à développer une capacité, reconnaissance d'image, reconnaissance vocale, traitement automatique du langage, préhension autonome d'objets, pour la petite bouteille, navigation autonome pour l'évitement d'obstacles. Toutes ces capacités, on les apprend, non pas avec des lignes de code, des instructions, mais avec ces systèmes de réseaux neuronaux où en fait on montre à la machine toutes ses expériences et elle va apprendre comme un humain par essai-erreur à imprimer une forme de logique dans ce réseau neuronal. Mais une logique qui est inexplicable. C'est que des chiffres. Mais pareil, si j'ouvre mon cerveau et que je vous le montre, vous verrez que des poids synaptiques, vous verrez que des chiffres. C'est
pas explicable, mais ça marche. C'est des logiques qui s'emboîtent les unes avec les autres et qui permettent du coup de simuler eh bien, ces fameuses capacités sensorielles et motrices depuis les années 2010 sur des machines. Alors 2010, c'est l'avènement du big data, c'est l'avènement où on a enfin assez de données justement d'expérience numérisées pour que la machine puisse également percevoir notre monde et apprendre ces fameuses capacités. Et c'est aussi l'année 2010, l'année charnière, où on a eu assez de capacités de puissance de calcul pour justement faire tourner ces gros réseaux neuronaux qui sont très très énergivores en calcul. Donc ça fait 15 ans qu'on baigne un petit peu plus maintenant dans de l'IA connexionniste. Deux exemples très communs, le filtre anti-spam. Hop, un email étant, je prédis si c'est un spam ou si c'est pas un spam à partir des différentes données justement d'expérience que j'ai eues pendant mon entraînement. Le GPS, je prédis quel est le meilleur itinéraire pour aller d'un endroit A à un endroit B qui est du coup le plus rapide par rapport à tout un tas de données également d'entraînement que j'ai eu par le passé. Et enfin, chemin faisant, eh ben, on arrive en 2017, et enfin 2022 pour ChatGPT, mais ça a commencé en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Chemin faisant, on a commencé à avoir encore plus de données digitales à disposition. Plus il y a de la donnée, plus la machine peut apprendre. On a aussi augmenté les puissances de calcul. Il y a une loi qui nous dit que tous les 18 mois, c'est la loi de Moore, on multiplie par 2 la puissance de calcul à disposition. Donc on a continué à augmenter notre puissance de calcul. Et puis on a aussi continué à expérimenter l'ingénierie autour des réseaux neuronaux. Donc grâce à ces trois en gros leviers, eh ben, on a pu accoucher d'une nouvelle phase de l'IA, la petite sœur de l'IA prédictive, qui est l'IA générative, mais toujours à base donc, de réseaux neuronaux. On n'a pas complètement non plus révolutionné l'approche. Et donc on est aujourd'hui non pas uniquement sur des IA qui prédisent des choses, mais aussi qui génèrent donc de la donnée. Code informatique, vidéo, image, texte, mais qui est beaucoup plus accessible que les deux précédentes phases. Ici, il fallait être développeuse ou développeur pour pouvoir simuler sur une machine des capacités cognitives grâce à de l'IA. Ici, il fallait être data scientist et beaucoup de données pour pouvoir, du coup, apprendre à un modèle à prédire justement des comportements. Donc, c'était très peu accessible pour beaucoup d'entreprises. Alors qu'ici, tout le monde peut manipuler le langage naturel, comme je manipule ici, pour parler avec la machine. Ce monsieur-là, c'est Pascal Gélis. C'est un maître pâtissier qui habite dans un tout petit village près de Toulouse qui s'appelle Carbone, 3000 habitants. Et bien, il utilise l'IA justement pour générer ces nouvelles recettes de pâtisserie, trouver des nouveaux accords assez originaux, audacieux. Ça, c'est un coiffeur, c'est pas mon coiffeur, je vais encore chez le coiffeur, même si j'ai pas trop de cheveux, il n'a pas voulu que je mette sa photo, mais en gros, mon coiffeur utilise aujourd'hui de l'IA aussi pour faire de la communication. Donc tous les métiers aujourd'hui sont tous reliés plus ou moins à la grande économie de la connaissance, peuvent aujourd'hui, avec le langage naturel, facilement accéder à toute la puissance donc, de l'IA générative, parce que l'IA générative est très forte pour manipuler justement de la connaissance. Alors je vais surtout, dans cette première introduction, parler des limites et des risques. C'est ça qui est important, je pense, de conscientiser pour un usage responsable et aussi pour faciliter une bonne adoption. Avec l'IA déterministe, on est sur des choses qui sont très robustes. C'est encore ce qu'on utilise pour faire voler des avions. On sait exactement ce qu'il y a dedans. C'est très explicable. Mais, je le disais, on ne peut simuler sur la machine que des capacités autour de la logique. Mais un être humain, ce n'est pas que de la logique. C'est aussi, je le disais, des sens et beaucoup de capacités intuitives. Du coup, de plus en plus, on va voir arriver des programmes à base d'IA connexionnistes, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut simuler beaucoup plus de capacités humaines avec ces technologies. Seulement, il y a donc 6 risques et limites que je vais parcourir avec vous, qu'il faut bien conscientiser. La première, c'est l'empreinte environnementale. Vous avez tous certainement entendu parler du fait que ces grands modèles de langage comme ChatGPT sont très énergivores. Et c'est vrai, alors c'est sorti fin 2022, et ce qui s'est passé, donc fin 2022, on se réveille en 2023 après le réveillon, des articles foisonnent dans les médias et nous disent attention, la version 3.5 de ChatGPT, la toute première version qui a été démocratisée, quand vous conversez avec celle-ci, attention, ça génère une empreinte carbone 10 fois supérieure à celle que vous pourriez avoir avec une conversation entre guillemets avec Google, une requête Google. Donc attention, en effet, si vous voulez connaître la météo, demandez plutôt à Google, sinon vous allez en effet détériorer le climat. Ça, c'était par contre en 2023. Donc c'est aussi le discours que moi je tenais, on était tous face à ce constat. Mais aujourd'hui, dans le numérique, et depuis même plus de 20 ans, on a 2 leviers pour réduire sans cesse l'empreinte du numérique. On a les puces GPU, le hardware. Je vous parlais tout à l'heure de la loi de Moore, qu'on a en plus dépassée, donc on arrive de plus en plus à produire des puces très puissantes et aussi beaucoup plus efficientes sur le plan énergétique.
Vous connaissez peut-être plus l'entreprise NVIDIA, qui fait ces puces graphiques. La dernière puce qu'ils ont sortie, c'est la B200. Elle est 25 fois plus efficiente énergétiquement que la H100, qui est sortie 2 ans avant, mais elle est 3 à 4 fois plus puissante. Donc on arrive, avec le hardware, à heureusement baisser ces empreintes-là. Et le deuxième levier, c'est le software, l'ingénierie autour des réseaux neuronaux, où on arrive aussi à faire des modèles de plus en plus efficients. Aujourd'hui, on est en 2025. La 3.5 et même la 4 n'est plus disponible sur ChatGPT, si je reste sur cette vecteur-là. Ce qu'on a aujourd'hui à disposition, c'est la 4.0. La 4.0, elle est sortie en mai 2024. On en est là actuellement à la 8e version. La 8e version est 10 fois plus efficiente sur le plan énergétique que la 3.5. En fait, une conversation aujourd'hui sur la toute dernière version de 4.0 est équivalente pratiquement à une requête sur Google. En 2 ans, on a fait des énormes efforts. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, bien sûr, ne pas se relâcher, mais c'est important de voir que ça évolue très très vite. Le numérique au sens large aussi, il faut le savoir, sur les émissions à gaz à effet de serre, c'est 5%. Sa contribution au niveau de toutes les émissions à gaz à effet de serre, 5%. Pour vous donner un ordre de grandeur, le transport, c'est 30%, l'agriculture, c'est 20%, le bâtiment avec les clims, c'est 25%, donc ça, c'est les gros postes. Et le numérique, c'est 5%. 5% qu'on arrive à maintenir depuis maintenant 20 ans grâce à ces leviers-là. Et dans ces 5%, l'IA, c'est 2-3%. Le gros pourcentage dans ces 5%, et on peut tous avoir un levier dessus, c'est le scrolling de vidéos sur TikTok et Instagram. C'est ça qui, aujourd'hui, pèse le plus dans l'empreinte environnementale du numérique. Je continue. Difficilement explicable, c'est en effet une autre limite. C'est pas vraiment un risque. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut pas, comme c'est bio-inspiré, expliquer le raisonnement. C'est comme moi, si je vous ouvrez mon cerveau, vous n'arriverez pas à comprendre, mon raisonnement. Pour beaucoup de cas d'application, c'est pas problématique, mais il faut le conscientiser. On n'aura jamais, là, si je pose une question à ChatGPT maintenant, dans 2 minutes je pose la même, j'aurai pas la même réponse. C'est comme avec Anina. On a ce même effet aléatoire. Les biais d'apprentissage. J'aurais pu vous montrer des biais très grossiers qui étaient capables de faire des grandes IA comme Copilot, comme Gemini. Ça, c'était l'an dernier. Ça aurait fait rire l'audience. Mais aujourd'hui, ça ne serait pas très fidèle. Ça a également beaucoup, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a toujours quand même des biais, mais c'est de moins en moins prégnant. En tout cas, il y a de moins en moins de biais grossiers. Mais c'est toujours, bien entendu, à conscientiser. Le sujet des données privées, des données personnelles, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Moi, je vais me focaliser sur un, c'est celui de vos données à vous. Vous le savez peut-être, quand vous êtes sur ces assistants, que vous êtes la population qui a le plus rapidement adopté ces nouveaux outils, dès que c'est sorti, faut le savoir, ces outils, si vous ne modifiez pas les paramètres de confidentialité, une conversation que vous pourriez avoir aujourd'hui avec ces assistants, des éléments de votre conversation, vous êtes en bleu, pourraient se retrouver dans la conversation de quelqu'un d'autre, pourraient tomber dans le domaine public dans quelques mois. Ils réentraînent leur modèle, en fait, tous les 2 mois à peu près. Donc, tous les 2 mois, ils prennent toutes les conversations que les utilisateurs ont autorisé, c'est par défaut, vous n'avez pas le choix, ils les prennent, ils réentraînent le modèle. Donc, dans les faits, normalement, il y a des anonymisations. Donc, si vous mettez votre numéro de carte bleue, il ne devrait pas retomber dans le domaine public. Mais voilà, on n'avait pas l'habitude avec Google de ça. On posait pas, avec Google, on pose des questions, on a des sites web. Aujourd'hui, c'est comme si vous posiez des questions et que, hop, des sites web se créent à partir de vos conversations. Donc, pour éviter ça, tous les moteurs aujourd'hui proposent de désactiver. Donc, il faut aller dans Paramètres, Gestion des données. Par défaut, améliorer le mode pour tous est activé, il faut le désactiver. Alors, il faut être un peu égoïste, je suis désolé. Mais si vous ne souhaitez pas que vos données puissent être réutilisées pour l'entraînement du modèle et tomber potentiellement dans le domaine public. Sur Mistral, sur Gemini, sur Claude, ils ont tous aujourd'hui la possibilité, en même mode gratuit, de vous permettre de dire non, je ne veux pas que tu prennes mes données, avec ce risque que des données personnelles tombent dans le domaine public. Et vous pouvez bien sûr, ceinture bretelle, aussi anonymiser par-dessus. Un autre sujet, terme hallucination, qui peut avoir plusieurs significations. Ici, l'idée, c'est de dire que donc, ces modèles peuvent avoir des réponses, malheureusement, qui sont fausses, mais données sur un ton très convaincant et très affirmatif. On est à peu près sur du 20% aujourd'hui. Donc, sur 10 questions que vous posez, il faut savoir que, malheureusement, il y a un risque qu'il y en ait 2 qui soient fausses. Mais vous n'allez pas forcément vous en rendre compte si vous n'aiguisez pas votre esprit critique dessus. On peut être très vigilant sur ça. Il y a 2 leviers pour combattre les hallucinations. C'est essayez d'aborder avec l'IA uniquement les sujets sur lesquels vous êtes expert, pour justement détecter facilement ces hallucinations. Il y a un autre levier qui est de plus en plus facilité, c'est de regarder les sources. De plus en plus aujourd'hui, les nouveaux modèles, j'y reviendrai, vont chercher sur Internet. Ce n'était pas le cas encore il y a 1 an.
Il y a un an, ils avaient pratiquement cherché que dans leur base de connaissances, c'était un peu le fouillis dedans. Et c'est parce que c'était un peu le fouillis dedans, ils avaient mis tout Internet et tout était compressé. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'hallucinations. Aujourd'hui, de plus en plus, heureusement, ils ont le réflexe d'aller sur Internet, mais encore faut-il que vous allez éventuellement vérifier les sources sur lesquelles il s'est appuyé pour générer la réponse. Et je finirai avec une dernière limite et risque, c'est la perte d'expertise. Alors ça, quand je parle de perte d'expertise, je parle surtout quand je suis face à un auditoire où c'est des entreprises. Et où je dis du coup à ces actifs, faites attention, comme tout outil, si vous l'utilisez trop, vous allez avoir plus de confort, mais c'est toujours, comme dans la vie, une balance. Il y a des expertises que vous allez perdre. Avec la voiture, on a perdu des mollets. Avec la tronçonneuse électrique, on a perdu des biceps. Avec le GPS, on a un peu perdu cette capacité d'orientation spatiale. Bon, avec ces nouveaux assistants, il y a énormément de capacités qu'on peut aussi perdre. Comme rédiger un rapport, lire un livre, il y a plein de capacités qu'on peut perdre, donc il faut être vigilant. Face à vous, j'aurais plus tendance à parler plutôt de défaut d'acquisition d'expertise. Vous n'avez pas encore toutes les expertises, vous êtes dans un parcours pédagogique, c'est normal. Et le risque, si cet outil est utilisé à outrance et mal, c'est de ne pas acquérir les compétences suffisantes demain pour vous positionner, vous différencier sur le marché. Donc c'est un risque sur lequel il faut conscientiser. On peut bien sûr, avec cet outil, monter en compétences sur plein de sujets, donc ça peut être un super bon outil si on l'utilise bien, mais attention, il peut aussi nous enlever quelques muscles, je dirais, dans le cerveau. Allez, on va aller dans le droit du sujet. Maintenant, je parle un peu plus de ces assistants. Là, c'est la courbe sur le classement de ces assistants depuis qu'ils sont sortis. Donc, je commente la course en temps réel. ChatGPT, donc, a souvent été en première position, c'est la société OpenAI. Claude d'Anthropic a été également pendant 2 ans dans le top 2 de ces solutions-là. À un moment, il y a Mistral, le français, qui est arrivé dans le top. C'était fin d'année 2023. C'était un peu là, en fait, à l'Élysée. Et Google a mis beaucoup de temps à arriver dans le classement. Il est arrivé à partir de mi-2024, je dirais. Et puis ensuite, donc, sur la fin de l'année 2024, les Chinois ont également, entre guillemets, débarqué dans ce fameux classement que je vous montre ici, qui est le classement Leaderboard Arena. Vous avez l'URL ici. C'est le classement aujourd'hui le plus populaire, depuis maintenant 2 ans et demi que ces assistants sont parmi nous, pour nous aider à identifier sur le plan de la polyvalence quel est l'outil le plus performant. Donc en gros, aujourd'hui, ça c'est une capture d'écran que j'ai pris il y a 2 jours. Ça bouge toutes les semaines. Donc on a Google, aujourd'hui je vous disais, qui était bien remonté. Ensuite on a ChatGPT, qui est quand même le cheval, entre guillemets, sur lequel c'est bien de parier actuellement, parce que c'est celui qui est resté le plus haut dans le classement depuis le début. Ensuite on a l'IA de Elon Musk, que je ne recommande pas trop, parce qu'elle n'est pas du tout modérée. Ensuite on a 3 Chinois. Donc vous voyez, c'est 3 Américains, 3 Chinois. On a Claude, qui était à un moment dans la première position, c'était début d'année 2024, ils ont pas mal dégringolé depuis. Et puis bon, Meta et Mistral aussi pas mal malheureusement dégringolé depuis. Ça bouge beaucoup. Moi, je recommande de regarder ces classements une fois par trimestre pour être sûr qu'on a parié sur le bon assistant, le bon cheval. En termes de part de marché, il faut savoir que ChatGPT, c'est quand même l'outil encore aujourd'hui qui est le plus utilisé, 60%. Ensuite vient un outil d'entreprise qui est Copilot, donc c'est Microsoft. Microsoft détient, faut savoir, 49% des parts de ChatGPT, donc c'est le moteur de ChatGPT derrière, en fait, quand vous utilisez Copilot. Ensuite, vous avez donc Google qui est quand même remonté dans la course, Perplexity, Cloud, Grok et le chinois DeepSeek. Bon, vous connaissez toutes ces interfaces, elles se ressemblent tous. Donc, ce qui est intéressant avec ce classement que je viens de vous montrer, c'est que si à un moment, vous voyez qu'il y a un autre acteur qui est plus fort que celui sur lequel vous avez parié, c'est pas grave, vous pouvez changer facilement d'acteur parce qu'ils se ressemblent tous. Il y a toujours un champ de saisie, et à gauche ou à droite pour Copilot qui est un peu original. Vous avez l'historique donc des conversations. C'est important, bien entendu, à chaque fois qu'on a un nouveau sujet, d'ouvrir une nouvelle conversation pour pas mélanger les thématiques. Je vais vous faire une petite photo d'où on en est sur les fonctionnalités. En fait, entre 2 assistants, il y a 2 différences. Il y a son classement, je dirais, dans le Leaderboard Arena, donc la puissance du modèle. Et ensuite, quelles sont les fonctionnalités annexes qui peuvent m'aider à avoir une meilleure expérience. Et c'est vrai que celui aujourd'hui qui propose, je dirais, le plus de fonctionnalités, et les autres suivent souvent, ça reste un ChatGPT. Aujourd'hui, je vous montrais 7 fonctionnalités, mais il y en a bien d'autres, mais voilà, pour faire un petit état de l'art, parce que ça va très très vite. Et là, j'ai fait un focus uniquement sur la version gratuite, mais qui propose déjà bon nombre de fonctionnalités. Donc ça, vous le savez peut-être déjà, mais voilà, tous les assistants, c'était pas le cas encore il y a 1 an. Aujourd'hui, tous les assistants proposent de prendre plein de types de données en entrée, que ce soit des PDF, des images, des Word, des Excel. Mais il y a encore 1 an, c'était pas le cas pour beaucoup d'outils, et notamment en version gratuite. Depuis 1 an aussi, beaucoup d'outils se connectent désormais à des moteurs de recherche. Pour ce qui est de ChatGPT et Copilot, c'est Bing. Pour ce qui est de Gemini, c'est Google. Pour ce qui est de Mistral et de Claude, c'est Brave.
Claude, c'est tout récent, ça fait seulement 2 semaines qu'ils ont enfin connecté leur grand assistant à un moteur de recherche. Et ça, c'est important, je vous le disais, pour combattre les hallucinations. Il y a 3 semaines de ça, je vous aurais dit, pensez systématiquement à appuyer sur ce bouton-là. Moi, je me rends compte que depuis 2-3 semaines, systématiquement, maintenant, les assistants ont le réflexe d'aller chercher sur Internet. Ils ne font plus chercher dans leur base de connaissances où il y a tout qui est mélangé et où il y a, du coup, un risque d'ailleurs d'hallucination. Il y a le petit bouton raisonnement qui est là depuis le 31 janvier 2025. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce bouton-là, j'y reviendrai. J'expliquerai vraiment qu'est-ce qu'on entend par raisonnement et notamment raisonnement simulé. Vous avez depuis 3 semaines la recherche approfondie gratuitement sur ChatGPT. C'est quoi la recherche approfondie? En fait, avec le bouton recherche ici, il va chercher que sur 5 sites web. Donc 5 sites web, c'est bien, des fois, ça suffit. Mais quand on veut faire un gros benchmark, une grosse recherche approfondie, eh bien, on peut appuyer sur ce bouton-là, on ne peut pas appuyer tout le temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et quand on appuie dessus, qu'on formule un besoin, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, l'assistant ne va pas tout de suite aller faire des recherches, il va d'abord vous reposer des questions, ça c'est intelligent, c'est intéressant, pour bien comprendre votre demande, pour pas griller un crédit. Et ensuite, quand vous appuyez dessus, ben regardez, c'est une recherche que j'ai fait la semaine dernière, pendant 14 minutes, il a tourné, il est allé chercher sur 5 sites web, il est revenu, il a analysé, il est reparti, il est revenu, il a analysé. Et au final, il a fait 100 vraies recherches et il m'a présenté un rapport très détaillé et complet avec 22 sources qui étaient très pertinentes. Bon, vous avez certainement tous joué un petit peu avec la fonction image qui est apparue il y a 1 mois. Enfin, il y avait déjà la possibilité de générer des images avec cet assistant, mais le nouveau modèle permet maintenant de faire ce qu'on appelle de la cohérence d'image, c'est-à-dire que je prends une photo, je demande change le portail ou rajoute une voiture. Il est capable de garder l'image de base, l'image de référence, et de l'éditer en temps réel. Donc on n'est plus sur uniquement de la génération d'images, on est aussi sur de l'édition d'images directement via ces outils, c'est extrêmement puissant. Là, dans le 3 petits points, vous avez le mode Canva, qui vous permet d'éditer en ligne des documents directement avec l'assistant. Et enfin, vous avez la fonction vocale, que je recommande aussi si vous l'avez jamais testé. C'est plus comme avant, on n'est plus sur du talkie-walkie, je parle, tu m'écoutes, tu parles, je t'écoute. On peut vraiment parler en temps réel aujourd'hui avec l'IA et lui couper la parole au besoin. Voilà un petit état de l'art. Je vais rentrer maintenant dans la dernière partie de mon intervention pour rentrer un peu plus en détail donc, dans ce qu'on appelle l'art du prompt, qui est une discipline qui a beaucoup évolué en seulement 2 ans et demi. Comment moi j'ai introduit l'art du prompt? J'explique souvent pour les adultes, vous êtes peut-être un petit peu moins concernés pour cette première partie, que on n'est plus sur Google, sur ces assistants-là. Ce qu'il faut comprendre par rapport à personne dans l'entreprise, c'est que pendant 20 ans, nous on a, contrairement à vous, été câblés à ça. Pendant 20 ans, quand on voyait un champ de saisie, on ne pouvait pas s'en empêcher, c'était 2-3 mots-clés. Et derrière, on avait 600 millions de résultats en 0,30 secondes. Donc pendant 20 ans, il faut comprendre que beaucoup de personnes dans les entreprises ont été câblées à cet usage quand ils voient un champ de recherche. Et du coup, quand ils passent sur ce champ de saisie-là, ils pensent encore au moteur de recherche. Alors que c'est pas un moteur de recherche, c'est un assistant. Et souvent, du coup, moi, ce que j'aime bien faire comme analogie, pour aider les gens qui sont trop câblés encore sur Google, et Google est en train de se transformer de toute façon en nouvel assistant, l'analogie que je fais, c'est de vraiment voir du coup cet assistant comme un assistant ou comme un stagiaire junior, comme vous serez bientôt. Et vous le verrez, comme tout stagiaire junior, on a tous été stagiaire junior, quand on arrive dans les entreprises, on n'a pas toute l'expertise de son manager. Et donc quand notre manager nous demande une tâche, si c'est un bon manager, il va vous encadrer, il va vous expliquer pour cette tâche que tu as jamais fait, je te donne tout le contexte, que tu aies vraiment toutes les informations. Je vais t'expliquer également ce qu'on appelle le chemin de pensée, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes que je juge pertinentes que tu parcours pour arriver de A à B, et éventuellement les montées d'expertise. Ah, ça, j'ai vu que tu n'as peut-être pas vu ça en cours, tiens, je te recommande de monter en compétence sur ça. Un bon manager, il fait ça. Donc il y a des bulles. Et puis un bon manager aussi, vous voyez, il demande aussi aux stagiaires de lui poser des questions. Donc je demande à l'IA de me poser des questions. Ça, c'est des bonnes pratiques qui résument assez bien en fait le concept qu'on va voir de l'art du prompt. Je vous fais un contre-exemple. Imaginons que je suis un mauvais manager. Je vais voir mon stagiaire et je lui dis rédige-moi une offre d'emploi. Et là, je pars. Bon, le stagiaire, juste avec cette information, génère-moi une offre d'emploi. Il n'a pas beaucoup d'informations. Il a un petit peu tremblé, il n'a pas trop savoir forcément par quel bout prendre les choses. C'est pas être un bon manager. Un bon manager, normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait dire bonjour. Tu vas m'aider à rédiger une offre d'emploi pour un analyste financier junior. Et pour ce faire, on va procéder en plusieurs étapes. Déjà, je donne un peu de contexte. Analyste financier junior. Plusieurs étapes, ça va être mon chemin de pensée. Et je vais passer par 5 étapes. Première étape, écoute, tu vas déjà chercher sur Internet comment bien rédiger une offre d'emploi pour ce type de poste. Parce que peut-être que pour
un ingénieur, pardon, je dis quoi, un analyste financier junior, il y a peut-être des choses bien particulières à préciser dans l'offre d'emploi. Donc, monte en compétence, s'il te plaît, dans un premier temps, sur ce sujet. Deuxième étape, bon ben, c'est tout nouveau, ça fait 2 jours que tu es dans l'entreprise, donc s'il te plaît, va sur le site internet de l'entreprise AAA, donc c'est aa.com, dans la partie, eh bien, à propos, regarde nos valeurs, comprends notre historique et essaie de t'en imprégner pour qu'on puisse retrouver ça un peu dans l'offre d'emploi, pour qu'on voit bien que c'est une offre d'emploi de notre entreprise et pas d'une autre. Troisième étape, bon ben, je te donne un peu mon cahier des charges, je dirais. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Moi, mes attentes, c'est quoi? Je veux que tu précises que c'est un CDI, j'attends des candidats qui aient tant d'années d'expérience, je veux qu'ils aient une parfaite maîtrise du logiciel CJ, je veux qu'ils soient hollandais, etc., etc. Quatrième étape, qu'est-ce qui se passe dans cette quatrième étape? En fait, là, dans la première étape, je lui ai demandé de monter en compétence sur comment bien rédiger une offre d'emploi. Peut-être que là, il a vu que c'était bien de parler des tickets restaurants. Et en fait, moi, là, dans mon cahier des charges, j'ai pas parlé des tickets restaurants. Donc, qu'est-ce que je lui demande là? Je lui dis, si jamais toi, assistant stagiaire, ben, tu as tes questions, ben, n'hésite pas à me les poser pour compléter le contexte, peut-être que je n'ai pas complètement précisé. Cinquième et dernière étape, et ben là, je vais tout simplement lui demander d'aller quand même voir les autres offres d'emploi qu'on a déjà fait pour qu'il puisse s'en inspirer au niveau du style et de la tonalité. Vous voyez, c'est un gros beau prompt, là, en 5 étapes, donc c'est ce qu'on appelle un chemin de pensée. Et là, ben, l'assistant, bon petit soldat, il va du coup me rappeler les différentes étapes et puis il va partir du coup au travail, mais bien armé du coup pour bien réaliser ma tâche. Donc clairement, je n'aurai pas une réponse en 0,30 secondes, ça m'a pris du temps, bien sûr, il y a des efforts, mais comme avec cet assistant, c'est la logique, hein, plus la question, la conversation est de qualité, plus la réponse sera, et bien entendu, de qualité. Là, concrètement, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 techniques de prompt. En fait, la technique de prompt, c'est tout simplement être un bon manager. Donc, si on est un bon manager dans le monde de l'entreprise, on sait bien prompter. Si on n'est pas un bon manager, l'art du prompt peut nous aider à devenir un bon manager. Alors ça, c'était ce que j'enseignais moi en 2024. Aujourd'hui, on est en 2025. Et ce qui s'est passé en seulement 1 an, c'est que tous ces assistants ont commencé à intégrer nativement certaines techniques de prompting pour rendre justement leurs assistants plus accessibles. L'an prochain, peut-être que j'en enseignerai plus que 2, voire 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que dans 1 an, j'arriverai devant un assistant, je dirai une phrase qui sera peut-être pas très correcte, l'assistant sera capable de me reprendre, de me reposer des questions, de me rechanger parce qu'il sait que sinon sa réponse ne sera pas pertinente. Il n'empêche que ça reste intéressant de comprendre comme certains concepts. Alors je ne vais pas toutes les parcourir, je vais vraiment en parcourir 3. La première, c'est pas vraiment une technique de prompt, c'est plus un concept vraiment important à bien saisir avec ces nouveaux assistants, c'est le fait de bien être précis dans sa demande. L'assistant, c'est pas mon meilleur ami, entre guillemets, il n'a pas tout mon historique, mon collègue de travail. Donc il faut être très explicite. Quand on parle entre nous, entre humains, on est très implicite, on a plein de contextes en tête, on se voit aussi physiquement, etc. L'IA n'a pas, en tout cas aujourd'hui, toutes ces capacités. Donc il faut être extrêmement précis quand on va échanger derrière avec ses assistants. Et si, du coup, je prends un peu l'anatomie de base d'un prompt, très simple, on a vraiment une différence entre ce qu'on faisait avant sur Google et ici. Sur Google, j'aurais juste, par rapport à cet exemple-là, demandé en fait à Google, vas-y, donne-moi un programme pour réussir à finir un semi-marathon. J'aurais juste fait l'action. Aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'on a 2 autres leviers. On peut préciser ce qu'on veut en sortie. Je veux pas des pages web, en l'occurrence. Je veux un tableau, je veux une réponse en 500 mots, je veux une réponse avec des bullet points, je veux une réponse sous forme de graphique. Je peux imposer ce qu'on appelle le format de sortie. Et surtout, vous voyez, le contexte est super gros dans ma demande. Plus le contexte est important, plus je pourrais personnaliser ma demande. Ce semi-marathon se déroule sur Barcelone en février. Donc là, l'IA va être capable de dire, OK, rétro-planning, 10 mois pour le temps d'entraînement. Sachant que j'ai 38 ans, okay, que j'ai pas couru depuis 3 ans, okay, que j'ai du mal à faire plus de 2 entraînements par semaine et de plus de 45 minutes chacun. Ok, on va dire, ok, je vais faire un programme petit à petit, du coup. Je vais pas rentrer dans le vif du sujet directement. J'aurais tapé ça sur Google, j'aurais complètement perdu, du coup, le moteur. J'aurais pas eu un programme sur mesure. Il m'aurait parlé de Barcelone, il m'aurait parlé de coach sportif, il m'aurait parlé de la crise de la quarantaine. Voilà. Il serait parti un peu dans différents sujets qui n'auraient pas forcément été pertinents. Donc ça, c'est le point vraiment très important. Je fais souvent des ateliers, et ce qui revient souvent dans les premières fois où on utilise ces outils, c'est la réflexion « Ah, j'ai pas été assez précis ». Deuxième technique, donc c'est le fameux chemin de pensée, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, étape 1, étape 2, étape 3. Je vais revenir dessus avec un autre exemple pour bien enfoncer le clou, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore cette technique, qui est vraiment très importante. Pareil, je vais repartir avec un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Projetez-vous, dans quelques mois, années, du coup, vous êtes dans l'entreprise, on vous demande de faire un post sur LinkedIn, sur
une bonne pratique que votre entreprise a mis en place, à savoir faire des randonnées avec des collègues de travail, parce qu'ils se sont rendus compte que, tiens, quand on fait des randonnées avec des collègues de travail, ben, ça permet d'améliorer l'esprit d'équipe. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est aller sur un assistant et dire, vas-y, génère-moi un post LinkedIn convaincant et audacieux sur les bienfaits de la randonnée en entreprise pour renforcer le type LinkedIn. Si vous faites ça, voilà le type de réponse aujourd'hui que peut vous fournir l'IA. Alors ça, c'est une réponse de 2024. J'ai refait récemment avec 2025, c'est un peu mieux, mais c'est pas aussi bien encore que ce que je vais montrer après. Donc là, c'est pas bien, pourquoi? Parce qu'un post LinkedIn, normalement, en haut, il faut toujours des titres accrocheurs. Bonjour à tous, c'est pas très accrocheur. On a des paragraphes qui sont souvent bien équilibrés, ce qui n'est pas le cas ici. On aime bien mettre des emojis sur LinkedIn, là, c'est pas le cas. Il faut les hashtags, voilà. Il y a plein de choses qui manquent. C'est pas bien. Alors maintenant, on va réitérer et on va mieux faire. On va mettre en place, du coup, le fameux chemin de pensée. Le chemin de pensée consiste, du coup, à saucissonner cette demande en plusieurs demandes. Je vais, en fait, découper cette demande en 3 demandes. Je commence, je vais vers mon stagiaire et je lui dis, OK, c'est quoi déjà les bonnes pratiques pour rédiger un post LinkedIn engageant et convaincant et audacieux? Je lui demande pas de faire le post, mais je lui demande de faire cette montée en compétences. Et là, OK, il part, il fait sa montée en compétences, il revient vers moi, il me dit, écoute, il y a 10 choses qu'il faut pas que tu oublies. Faut en effet un titre accrocheur, faut des emojis, faut un appel à l'action, faut des hashtags, OK. Il monte en compétences, je monte aussi au passage peut-être en compétences. OK, super. C'est ce que je dis, voilà, super. En fait, j'aimerais faire, je donne un peu de contexte, j'aimerais faire un post LinkedIn sur les bienfaits de la randonnée d'entreprise pour renforcer le team building. Est-ce que tu peux te renseigner sur cette thématique et me donner des arguments en faveur de cette pratique? Je ne demande pas encore le post, je lui demande d'aller creuser un peu le fond du sujet. Je veux pas qu'il soit creux mon post. OK, il part, il revient. Là, il me fait du coup, on voit les petits apostrophes en bleu, donc il est sur différents sites web. Il me parle de partage, de la convivialité, des connexions du quotidien, découverte commune, respect de la nature, sport accessible à tous, bienfait. Bon, il donne plein d'arguments intéressants. OK, ben écoute, là, moi j'ai l'impression qu'il a fait du bon travail. Il est bien monté en compétence sur les sujets. Ben, qu'est-ce que je lui dis maintenant? Vas-y, fais-moi le post. Quand vous parlez avec les assistants au sein d'une même conversation, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous lui posez une question, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte tout en haut, il repasse toute la conversation. C'est pour ça que quand vous parlez longtemps avec lui, vous dites, il s'est souvenu de ce que j'ai dit avant. Donc là, en fait, j'utilise, la technique du chemin de pensée utilise du coup cette fonctionnalité, parce que quand je fais ça, je sais qu'il va repasser avant de me répondre, il va se rafraîchir la mémoire avec les 10 bonnes pratiques pour faire un post LinkedIn et les 10 arguments pour bien rédiger, pour faire de la randonnée entreprise. Et ça donne du coup ce résultat-là, qui en comparaison avec la première itération, vous voyez, c'est rien que dans la mise en forme, c'est beaucoup mieux. J'ai bien mon titre accrocheur avec mes petits emojis, des paragraphes bien équilibrés avec des emojis, mon hashtag, et voilà, et ma conclusion. Pourquoi? Parce que dans cette deuxième itération, j'ai pris le temps, je lui ai donné le temps derrière de bien faire son travail, de monter en expertise sur ma thématique, sur ma tâche que je lui ai déléguée. Il faut comprendre qu'avec ces assistants, quand vous leur posez une question, ils ont empiriquement que 2 secondes, on va dire, pour vous répondre. Vous avez vu, vous posez une question, il ne va pas prendre toute la journée. S'il prenait toute la journée, que le serveur tournait toute la journée, votre requête elle coûterait très très cher. Donc ils ne peuvent pas se permettre ça, ces grands fournisseurs, du coup ils bloquent. Au bout de 2 secondes, tu as répondu et ça s'arrête là. Ils ne laissent pas le temps de réfléchir. Donc c'est pour contourner aussi cette limite-là, que pour certaines demandes, pas pour toutes les demandes, il y a plein de demandes où en 2 secondes il fait le boulot, mais il y a certaines demandes où, non, 2 secondes, je sens qu'il va bâcler son travail, je vais le forcer à découper son travail en plusieurs étapes, donc c'est le fameux chemin de pensée, pour totaliser au final 6 secondes, et du coup en effet, il aurait eu 3 fois plus de temps, il aura un travail, on l'a vu, de meilleure qualité. Donc cette technique, elle s'est beaucoup démocratisée et popularisée en 2024. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'ont fait les grands fournisseurs de modèles de langage? Ils ont dit, ça a l'air tellement bien, les résultats, écoute, je vais intégrer ça directement dans mes nouveaux modèles. Et donc depuis le 12 décembre 2024 en mode payant et depuis le 31 janvier 2025 en mode gratuit, vous avez accès à ce qu'on appelle des modèles à raisonnement simulé. Alors je vous montre, c'est la petite lentille ampoule dont je vous parlais tout à l'heure, parce que quand vous l'activez, qu'est-ce que va faire le modèle? Avant de vous répondre, il va tourner cette fois la langue dans sa bouche, il va réfléchir. Donc je lui fais le même prompt, et vous allez voir qu'il ne va pas répondre tout de suite, il va réfléchir justement à un chemin de pensée, parmi d'autres, il en choisit un. Vous voyez, il ne répond pas tout de suite, il prend un peu de temps. Et au bout d'un moment, OK, il a fait comme je l'ai fait tout à l'heure, moi, mais manuellement, là il a fait automatiquement, il a du coup fait son chemin de pensée, il a fait un post, vous voyez, qui est de meilleure qualité que quand je fais ce post, ce même prompt sur un modèle classique. Donc j'ai bien mes hashtags, j'ai bien mes emojis, etc. Alors ce bouton-là, moi j'utilise pas tout le temps, j'utilise à peu près dans 10% des cas, parce que la plupart du temps, je préfère encore moi-même garder le contrôle du chemin de pensée que j'ai envie que celui-là, mais sur des fichiers Excel, par exemple, je suis pas très à l'aise avec Excel quand j'ai des formules assez complexes, c'est le petit joker, j'appuie sur ce petit boost, et il a fait un chemin de pensée qui en effet, des fois, est assez pertinent.
Et je finis avec une toute dernière technique qui s'appelle l'auto-questionnement. Cette technique, elle n'est pas encore absorbée par les assistants, donc j'en profite. Mais certains assistants commencent déjà à la mettre en œuvre, j'ai vu pour la version 4.5 de ChatGPT notamment. L'auto-questionnement, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était mon étape 4, quand j'ai inversé les rôles. Quand j'ai demandé à l'assistant de me poser à moi des questions pour compléter mon contexte. Parce que le contexte, j'ai dit, c'était super important. Et des fois, j'arrive, je donne pas toutes les informations involontairement, et du coup, la plupart du temps, quand vous n'avez pas des bonnes réponses sur ces assistants, c'est parce que vous n'avez pas été assez précis, je le disais, que vous n'avez pas donné assez de contexte. Du coup, pour éviter ça, l'auto-questionnement est assez intéressant. Vous avez demandé à l'IA de compléter votre contexte en vous posant des questions. Il y a une deuxième vertu à ça, au-delà de compléter le contexte et d'être mieux aligné avec l'IA et les attentes, ça permet aussi d'aller explorer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Elle vous pose des questions auxquelles vous-même vous n'êtes pas posé, et ça permet du coup de s'inspirer. Alors je vais prendre un exemple. Je suis un expert en politique et dans l'art de la rhétorique. Tu vas m'aider à construire des vœux de bonne année pour mes collègues qui travaillent dans l'éducation. On va procéder en 2 étapes. Première étape, identifie déjà c'est quoi les bonnes pratiques pour rédiger des vœux de bonne année, pertinents, engageants et audacieux. Je lui fais une petite montée en compétences, un petit chemin de pensée, ça fait pas de mal. Et comme ça, elle se rappelle, et puis moi aussi, c'est quoi les bonnes pratiques pour faire des vœux. Donc elle me rappelle qu'il faut être dans la reconnaissance et la gratitude de ce qu'on a fait l'an dernier. Il faut bien sûr personnaliser, il faut donner une petite citation, les gens ils aiment bien les citations. Voilà, plusieurs points, l'appel à l'action. Okay. Vous allez voir que dans les questions maintenant qu'il va me poser, il va s'inspirer de cette montée en compétences. Donc on arrive, voilà le prompt pour l'auto-questionnement. Pose-moi 6 questions. Alors d'habitude, moi je fais 10-15 questions, mais là pour la démo, pour aller plus vite, je fais que 6. Mais quand on pose 10-15 questions, c'est souvent les 10e et les dernières questions qui sont les plus intéressantes. Pour personnaliser au mieux mes vœux, ça c'est la première partie du prompt. Deuxième partie du prompt, pour ce faire, tu me poseras une seule question à la fois et en fonction de mes réponses, je adapterai tes prochaines questions. Cette deuxième partie est importante parce que si vous dites pose-moi 6 questions, boum, vous posez 6 questions d'un coup, ça va vite vous décourager, vous allez dire 1 oui, 2 non, vous allez bâcler, c'est normal. Alors que là, il va poser une question à la fois, vous allez voir, j'ai plus le temps de répondre, on n'a rien sans rien, et ensuite il a adapté sa prochaine question en fonction de ma réponse. Donc c'est important vraiment cette deuxième partie, pour vraiment rentrer dans un mode conversationnel et constructif, vous allez voir des vœux qu'on va faire ensemble. Donc on y va. Très bien, commençons par une question fondamentale, donc là on va rentrer dans une conversation fictive avec 6 questions. Il se rappelle du coup de comment bien faire des vœux, ok, il faut être dans la reconnaissance de ce qu'on a fait l'an dernier. Ok, c'est quoi les principaux défis et accomplissements pour votre équipe, pour l'institution au cours de l'année dernière? Bon, j'invente. Intégrer un nouveau service autour du développement durable, préparer le départ à la retraite de Céline et son remplacement. Okay. C'est un bon point de départ. Comment décrirais-tu l'impact de ce nouveau service autour du développement durable? Alors j'explique en gros que ça nous a ouvert les yeux sur les nouveaux défis à relever pour les années et générations à venir, mais j'explique en gros que c'était contraignant. Mais on est quand même fiers des résultats. Il fait son petit commentaire. Et Céline, c'est quoi que tu vas le plus regretter? Alors moi je dis, j'invente. Je vais regretter ses délicieux cookies au chocolat, sa bonne humeur, son engagement, sa force de conviction, sa sérénité qui a toujours su nous guider vers le droit chemin, même pendant la tempête. Céline semble avoir été une figure très appréciée. Comment s'est passée l'intégration de son remplaçant? Bon là en gros dans ce pâté, j'explique que Charles il allait un peu vite en besogne, il a peut-être voulu pousser un peu Céline sur le départ, mais qu'après il a pris du recul et que maintenant il a su insuffler un nouveau souffle dans notre équipe. C'est très intéressant, mais ça reste challengeant. C'est un petit commentaire. Et l'an prochain, il se rappelle, il faut faire un appel à l'action. C'était le 7e point dans la montée en compétences que je lui avais demandé. Donc il se rappelle, il faut qu'on parle de l'an prochain vite. Y a-t-il des objectifs spécifiques que tu envisages de réaliser sur cette nouvelle année? En gros, là, je dis, oui, avec Charles, on a décidé d'aller évangéliser les autres services autour du développement durable et qu'on va se former à l'IA. Il me dit que c'est très bien. Il se rappelle, dernier point, dernière question, il faut inspirer les gens. Est-ce que tu n'as pas une citation? Même moi, je n'ai pas de citation qui vient à l'esprit. Vas-y, tu m'en proposes 3 et je te dirai celle qui me plaît le plus. Donc là, il me propose il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sénèque. Nous ne recevons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. C'est un proverbe amérindien. Vous voyez, il s'adapte aussi par rapport à ce qu'on vient de se dire. Hop, l'important n'est pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. Moi, je dis que j'aime bien Sénèque. Forcément, c'est un excellent choix, il est toujours très sympa. Et là, il me dit, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, on y va. Je vous lis que le début, que le premier paragraphe. Chers collègues, alors que nous accueillons cette nouvelle année, je tiens à prendre un moment pour célébrer notre parcours ensemble. L'année écoulée a été marquée par des défis significatifs, mais aussi par d'incroyables réalisations. Ensemble, nous avons accueilli un nouveau service dédié au développement durable. Nous ouvrons les yeux sur les défis à relever pour les années et générations à revenir. D'ailleurs, repris la phrase. Cette initiative nous a à repenser nos processus, nous conduisant à des résultats dont nous pouvons tous être fiers. Là, j'ai le passage avec Céline et ses cookies. Charles,
ce qu'on va faire dans le prochain, et ici, la citation extended. Donc ça m'a pris 5 minutes, ce n'était pas non plus immédiat. J'ai dû prendre du temps, j'ai dû bien répondre, m'étendre, pour personnaliser. J'aurais dit généralement des vœux, ça n'aurait pas du tout donné ça. En faisant l'auto-questionnement, que j'utilise pour plein de choses, hein, ça peut être pour des plans d'entreprise, des cours, etc., on arrive à personnaliser des choses assez rapidement. Moi, ça m'aurait pris 30 minutes ou 1 heure tout seul, parce que je n'en fais jamais. Mais là, c'est beaucoup plus pertinent. Bon, du coup, je vais terminer avec une citation, parce que j'ai vu que c'était bien de faire des citations. Einstein en a fait beaucoup de citations. Et Einstein nous disait quoi par rapport à l'auto-questionnement? Il nous disait que si on lui donne un problème à résoudre en 1 heure, il passerait 55 minutes à vous poser des questions pour bien comprendre en fait le périmètre du problème. Et au final, en fait, à la fin, il n'aurait besoin que de 5 minutes pour répondre et résoudre le problème. Donc c'est vraiment ça aussi le concept de l'auto-questionnement, c'est d'arriver à vraiment, c'est la grande difficulté avec ces IA actuels, d'arriver à s'aligner avec l'IA. Et pour s'aligner avec l'IA, il faut arriver à mettre ce que j'ai dans ma tête, mes contraintes, mes attentes, dedans. Et l'auto-questionnement permet justement d'aller jusqu'au bout de toutes ces attentes qu'on peut avoir. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute.